et donc, il est temps de commencer. Donc, je vous présente à toutes Emmanuelle de Lécoté, qui est assise à côté de moi. Nous sommes toutes les deux à Paris. Emmanuelle, certaines d'entre vous l'avaient rencontrée à la Tate Modern lorsqu'elle a fait son exposition sur abstract photography qui s'appelait Shape of Light. Shape of Light, sur toute la photographie abstraite, qui est un peu son domaine. Mais surtout, avant tout, Emmanuelle est une experte de Man Ray. Elle a fait sa thèse sur Man Ray. Elle a travaillé à l'exposition du Grand Palais en 1998 et qui était une grande rétrospective Man Ray au Grand Palais, qui était absolument sublime, et donc dont elle a écrit tout le catalogue. Et depuis, elle a travaillé pendant plus de 20 ans au Musée d'art moderne de la ville de Paris, pour lequel elle s'est mise un petit peu en stand-by pendant un an afin de développer d'autres projets. Et elle a été immédiatement happée par le Brésil et notamment par le musée de Curitiba. Curitiba. C'est le musée Oscar Niemeyer de Curitiba, qui est un musée assez incroyable, qui est là, voilà, et qui l'a appelé pour faire une exposition sur Man Ray à Paris. Et il y a un très très beau catalogue que nous avons peut-être là, on va vous le montrer tout à l'heure, qui est issu de cette manifestation. Et l'expo, je crois, fait 3 villes au Brésil. Ouais. Elle a tourné dans trois lieux. Ouais. 3 lieux. Hein, Sao Paulo, elle a commencé à Sao Paulo, puis ensuite elle est allée à Belo Horizonte et elle a terminé par Curitiba. Voilà. Alors le musée de Oscar Niemeyer à Curitiba, il a donc, alors là vous avez des photos, il a donc été construit par Oscar Niemeyer. C'est un peu comme un grand œil sur un pied avec voilà, et avec cette surface comme ça qui réfléchit, qui reflète les nuages ou le soleil. Voilà. Quand tu as vu le musée, Emmanuelle, qu'est-ce que tu... Enfin, ce qui a été étonnant pour toi, j'imagine, c'était l'architecture du lieu. Tu t'attendais à ce genre de folie architecturale ou... Non, pas du tout, mais c'était surtout très différent. Comme c'était le dernier lieu de l'exposition, c'était très différent des 2 premiers lieux qui étaient des centres culturels de la Banque nationale du Brésil. Et qui était des lieux beaucoup plus compliqués à gérer. Donc, finalement, cette exposition à Curitiba, c'est celle qui est dans l'architecture intérieure de l'expo elle-même et la plus structurée en fait, et la plus facile à travailler. C'était juste parce qu'en fait, c'est pas dans l'œil, bien sûr, l'expo, c'est en sous-sol. Et c'était un très grand espace rectangulaire qu'on pouvait moduler à notre convenance. Et donc ça, c'était extrêmement facile, du coup, et agréable à travailler comme espace. D'accord. Vous allez voir d'ailleurs les photos de l'expo, on s'en rend bien compte. D'accord, ok. Je vais demander à Alexandra Unger, qui est parmi vous, juste avant qu'on commence, si c'est bien enregistré mon truc là. Parce que pour celles oui, je vois que ça record, oui, il est en train d'enregistrer. Super, ok. Oui. Donc maintenant, on va retourner à ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, quand on est, l'exposition avait lieu un peu en sous-sol du musée. Bon, la photographie, c'est un peu, ça demande des règles de présentation muséographique très, très strictes parce que c'est un support fragile. Et donc, nous sommes là dans l'entrée de l'exposition Man Ray M. Paris in Paris. Donc, l'exposition s'articule en différents chapitres que vous allez voir les uns après les autres, les portraits, le black and white, la radiographie, les nus. Mais avant tout, Emmanuelle, pourquoi Man Ray à Paris? Alors ça, c'était une proposition dès le départ pour les Brésiliens et c'était la première rétrospective de Man Ray au Brésil. Il y en avait jamais eu jusque-là. Et l'idée, c'était de vraiment pouvoir montrer, exposer le meilleur du travail de Man Ray et ce qu'il a fait de mieux, en fait, il l'a fait à Paris entre 1921 et 1940. Donc l'idée, c'était de se concentrer sur cette période phare de son travail et on a laissé tomber. On a quand même quelques travaux de New York qui précèdent comme une introduction, si vous voulez, mais on a laissé tomber toutes les parties, toute la fin de sa vie, d'ailleurs, parce que
Tout d'abord parce qu'il fait beaucoup moins de photos à partir du moment où il est à Hollywood. Il se recentre sur la peinture, donc ça avait moins d'intérêt pour nous. Donc, la seule chose qu'on voit à la fin de l'exposition qui fait vraiment partie de son travail à la fin de sa vie, ce sont les objets, et c'est pour ça que l'exposition est intéressante, parce qu'elle mélange aussi son travail autour de l'objet surréaliste, et notamment qu'il édite à la fin de sa vie, mais on verra peut-être ça après. Man Ray, il était de quelle nationalité? Alors, il venait d'où Il était américain, il est né américain, il était d'origine russe. Il a un nom, son nom au départ c'est Radnitsky, donc c'est pas du tout un nom américain, mais enfin comme tous les Américains, c'est un immigré. Et voilà, il a raccourci, disons qu'il a pris ce pseudonyme assez tôt dans sa vie, parce que dès 1918 déjà il se fait appeler Man Ray. Je pense que c'est même à partir de 1914 qu'il s'appelait Man Ray. Ah oui. Donc Man Ray, c'est vraiment un diminutif c'est Emmanuel est diminué par Man. Donc Man, c'est le diminutif d'Emmanuel, et Ray, c'est le diminutif de Radnitsky. Voilà, c'est un condensé de son nom qui était évidemment un peu compliqué à prononcer. Donc l'exposition, elle se... Et pourquoi est-ce qu'il vient à Paris en fait? Alors attends 2 secondes. Ouais, pardon. Alexandra, excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que tu peux envoyer le lien à Véronique Park, qui n'a pas reçu le lien, qui ne s'est pas inscrite et qui aimerait se connecter? Ok, j'envoie le lien à Véronique. Véronique Park, merci. Ok. Je n'arrive pas à faire ça en même temps que je parle. Ouais, vas-y, écoute, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc, pourquoi Man Ray vient à Paris? En fait, il y a une rencontre qui est fondamentale pour Man Ray au milieu des années 10. C'est la rencontre avec Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, pendant la Première Guerre mondiale, il est exempté et il se réfugie aux États-Unis. Donc, entre 1915 et 1918, il est à New York. Et ils rencontrent, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent, Man Ray et Marcel Duchamp. Au début, ils ne se comprennent pas beaucoup parce que ne parle pas du tout le français, et Marcel Duchamp a assez mal l'anglais, mais ils deviennent assez vite proches. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ, en réalité, Man Ray, qui était donc peintre au début, et qui commence à s'intéresser à la photographie, par nécessité en fait, parce que c'est une de ses premières expositions à la Julien Lévy Galerie. Pour le catalogue, on lui demande de faire des reproductions de ses peintures, et c'est en faisant des reproductions de ses peintures qu'il se rend compte qu'au fond, la reproduction est plus intéressante que le tableau lui-même. Donc, il trouve que le noir et blanc, finalement, est plus intéressant. Donc, il va commencer à s'intéresser à la photographie comme ça. Et de son côté, Marcel Duchamp est déjà dans une période où il s'éloigne, bien sûr, de la peinture, parce qu'on est déjà avec les ready-made. Il est connu à New York pour son nu descendant un escalier qui a fait à l'Armory Show un scandale phénoménal. Et il se rencontre à la galerie de Julien Lévy, qui est la galerie 291, qui est hyper connue parce qu'elle mélange l'art moderne et la photographie. C'est la première galerie à New York qui présente des artistes tels que Picasso, Brancusi ou Cézanne, avec des très grands photographes de l'époque. Et c'est le début, si on avait vu ensemble l'exposition de Shape of Light, c'est tout le début d'ailleurs de l'exposition qu'on avait montrée à la Tate, c'était la galerie 291. Et c'est là, en fait, c'est à travers cette galerie que Man Ray rencontre Marcel Duchamp. Et c'est Marcel Duchamp, en fait, qui va emmener Man Ray à Paris. Pourquoi? Parce que tous deux se retrouvent sur un certain nombre de sujets. Donc, notamment, comment s'éloigner de la peinture traditionnelle, qu'est-ce qui peut les aider à s'éloigner au mieux de la peinture traditionnelle, et la photographie. La photographie fait partie des médiums qui intéressent Marcel Duchamp, et que Man Ray vers lequel Man Ray progressivement se tourne. Et ils vont écrire le seul numéro Dada de la revue Dada New York, qui va exister, écrit notamment par Man Ray et Marcel Duchamp, mais il va y avoir qu'un seul numéro. Et au vu de l'insuccès de cette revue, Duchamp dit à Man Ray, écoute, tu sais quoi, Dada ne peut pas vivre à New York, il faut qu'on aille à Paris, il n'y a que là-bas que les choses peuvent se faire. Donc voilà, donc c'est le côté trop conventionnel des États-Unis qui fait que finalement,
il décide de partir et il arrive en juillet 1921 à Paris. Et là, il est accueilli par tout le groupe Dada, qui sont à l'époque uniquement finalement des poètes. Aragon, Breton, Zara, et très vite, il va avoir une première exposition qui va être organisée à la Galerie 6. Et cette première exposition, ça va être un bide complet. Il va montrer ces quelques objets avec lesquels il est arrivé, quelques objets, quelques peintures, et il ne va rien vendre. Et il se retrouve confronté à une nécessité vitale qui est de gagner sa vie, quoi. Donc, très, très, très rapidement, il va être en demande de travail. Et là, c'est André Breton qui va lui dire, écoute, moi, j'ai besoin, pour les revues comme littérature, par exemple, j'ai besoin que tu me fasses des portraits des artistes. Des reproductions, pardon, plutôt au départ, ce sont des reproductions des œuvres. J'ai besoin de reproductions d'œuvres de Picabia, de Duchamp, de tous les artistes qu'on veut montrer, qu'on veut expliquer dans la revue. J'ai besoin de reproductions de ces œuvres. Et c'est comme ça que Man Ray commence à faire le tour de tous les grands ateliers d'artistes de l'époque, toute l'avant-garde parisienne. Et il garde toujours, à la fin de sa séance de pause, il garde toujours une plaque, parce qu'à l'époque, c'est des plaques de verre, pour faire un portrait de l'artiste. Et au fond, c'est ces portraits qui vont avoir tout de suite un succès phénoménal, parce qu'il il a la capacité de montrer la marquise Cassati, par exemple, que vous voyez là. Bon, là, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas vraiment un portrait, c'est lors d'un bal. Et donc, elle était déguisée, mais ce qui était elle était connue pour ça, la marquise Cassani, c'était pour son regard très sombre, qu'elle accentuait toujours avec un maquillage un peu outrancier comme ça. Elle avait une espèce de... On disait qu'elle avait une espèce de don de double vision, et il existe un portrait de Man Ray où on voit une double paire d'yeux pour la marquise Cassati. Et ça, c'est un portrait qu'il a réalisé très tôt, en 1922, et qui va faire le tour du tout Paris. Et progressivement, Man Ray va être demandé partout. Donc là, encore la marquise Cassati avec ce fameux regard qui transperçait un peu les gens. Et donc, très, très, très rapidement, Man Ray va avoir un immense succès en tant que portraitiste. Alors là, on suit qu'est-ce que je veux dire, le site internet qui a été fait par le musée pour l'exposition, comme elle a été, en fait, elle a été ouverte qu'une semaine, cette exposition au musée Oscar Niemeyer, à cause du confinement. J'ai installé l'exposition et une semaine après, l'exposition a fermé à cause du virus et elle n'a jamais pu réouvrir. Donc, c'est eux qui ont fait ce site internet pour que les gens puissent voir l'exposition en ligne. Alors, c'est pas forcément idéal comme ordre d'image, parce que, par exemple, c'était un peu étrange de mettre ce portrait de la marquise Cassati qui date de 1922, qui est un des premiers portraits qu'il a réalisé, avec ce portrait de Lee Miller qui est déjà à la fin des années 20, où la technique est déjà très différente et même le métier, on sent que le métier de Man Ray s'est énormément affirmé, quoi. Donc, et puis Lee Miller, elle arrive beaucoup plus tard dans sa vie, donc c'est un peu... Voilà, donc je suis désolée parce que l'ordre, on est un peu tributaire de l'ordre qui a été... Mais là, on voit l'accrochage, et ça, c'est le premier mur de l'exposition. Donc, vous avez là le petit portrait de la Cassati que je viens de vous montrer. Et là, vous avez le comte Étienne de Beaumont. L'idée était de montrer d'emblée que ce qui sert énormément Man Ray, c'est la rencontre avec l'aristocratie parisienne. Et cette aristocratie, elle lui est... c'est un très, très beau portrait de Lee Miller aussi, mais un peu plus tardif. Il y a accès grâce à la marquise Cassati, mais grâce aussi à bien sûr, les grands artistes. Mais Jean Cocteau, par exemple, fait partie des gens qui étaient qui étaient très, très bien introduits auprès de l'aristocratie française. Donc, c'est tout, à la fois les portraits d'artistes. Donc, il y a une vraie galerie de portraits avec Picasso, Braque. Là, vous avez Tanguy, par exemple. Et ça, c'est bon, Cocteau et Tristan Tzara. Ça aussi, c'est un portrait assez tôt. Et c'est, par exemple, ce genre de portraits qui sont extrêmement mis en scène, qui vont faire le succès de Man Ray. Et l'autre chose, c'est cette capacité. Là, vous avez ce qu'on a montré dans l'exposition. Là aussi, c'est un peu difficile de s'en rendre compte, mais vous avez là différents types de tirages. Ici, vous avez un contact, donc ça fait à peu près 9 cm de hauteur, qui est un contact original. Et les traces que vous voyez sur le contact sont des traces de recadrage par Man Ray lui-même. Et après, vous avez le tirage souvent qui correspond à l'agrandissement
de cette partie de l'image. Donc, bon, là, en l'occurrence, l'exemple n'est pas probant, mais c'est en général ce qui se passe. Ce qui est très intéressant avec Man Ray, notamment pour le portrait, c'est qu'au fond, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte quand j'ai travaillé, parce que je travaillais pendant 5 ans sur les négatifs, que contrairement à ce qu'il avait dit pendant de nombreuses années, et contrairement aux apparences, parce que il fait partie des artistes qui semblent les plus modernes du XXe siècle, il travaillait en réalité comme un photographe du XIXe siècle. C'est-à-dire que toutes ces photographies sont retouchées, recadrées, et donc tous les portraits, quand on regarde les négatifs, ont des marques de retouche, au fond, comme au XIXe. Et évidemment, tout ça, il s'est bien gardé de le raconter ensuite. Alors après, ce qui est... Bon, là, par exemple, c'est pareil, ils ont mis la photo à l'envers, elle est dans l'autre sens. Normalement, elle a la tête, ah oui, la tête en bas. Ah. Elle a la tête en bas, normalement. Ça, c'est Nancy Cunard. Qui était Nancy Cunard? Nancy Cunard, c'était une américaine un peu excentrique, très haute bourgeoisie américaine, une grande collectionneuse. Elle était connue pour cette collection de bracelets. Elle collectionnait l'art primitif. Elle était une grande collectionneuse d'art primitif et elle avait tous ces bracelets africains qu'elle mettait comme ça tout le long de ses bras. Elle était assez connue. Elle était aussi la compagne de... Antipathique toute la journée d'avoir ça. Elle était la compagne d'un artiste, d'un écrivain français dont le nom m'échappe. Si tu peux regarder, mais j'ai un doute sur le nom, mais un des grands... Ça a dû intéresser Man Ray d'avoir tous ces bracelets primitifs parce que déjà, lui... de toute façon, alors... Elle était lui-même écrivain, elle, apparemment. Oui. Mais elle était political activiste. Ah, tu regardes là. Ouais. Et c'était British upper class, donc c'était quand c'était pas des aristos français, c'était des aristos anglais. Ouais. C'était très chic en fait ces années-là. Hein. Ernest Hemingway, James Joyce, Constantin Boncousy, elle était proche de Man Ray. Mais elle est morte à Paris. Mais qu'est-ce qu'elle dit, avec qui elle était? Je vous dirai ça plus tard. Enfin bon, elle avait l'air intéressante. Alors le lien avec les portraits, en fait, assez rapidement se fait le lien avec la mode. Pourquoi? Parce que j'avance. Au tout début des années 20, donc ça c'est la première salle de l'exposition avec les portraits, et c'est la suite ensuite là, les autres portraits ici. Au tout début des années 20, le métier de mannequin, de modèle, en fait, n'existe pas. Et finalement, qui sont les femmes qui servent de modèle dans les revues de mode? Ce sont les élégantes parisiennes. Donc, Man Ray, qui s'est fait un nom dans le portrait et que toutes les élégantes et toutes les aristocrates elles viennent toutes dans son atelier se faire tirer le portrait, ben, ce sont finalement ces dames-là qui se retrouvent à poser aussi pour les revues comme Vanity Fair, comme Vogue. Et donc, assez tôt, Man Ray commence à travailler pour la mode. Alors, la mode, elle se répartit sur 2 périodes très distinctes chez Man Ray. Une première période qui commence en 1924 avec Vogue, qui dure pas très longtemps, 4-5 ans. Et après, à partir de 1932, il va commencer à travailler pour le Harper's Bazaar, et ça jusqu'à la fin des années 30. Et c'est le Harper's Bazaar qui réellement va faire sa célébrité. Parce que dans le Harper's Bazaar était publié, dans chaque numéro, il y avait à peu près 10 pleines pages qui étaient des photographies de Man Ray. Donc ça, c'était autre chose que les tirages un peu limités des revues d'avant-garde parisiennes. On n'est pas dans les revues du genre littérature ou la révolution surréaliste, qui pour nous veulent dire quelque chose aujourd'hui d'un point de vue de l'art moderne, mais qui à l'époque était un tout petit tirage et finalement n'étaient pas du tout des revues grand public. Or, en revanche, les revues de mode, elles, étaient des revues qui avaient un très grand tirage. Donc le succès phénoménal de Man Ray dans les années 30, il vient principalement de son succès dans Harper's Bazaar. Donc il y a ces 2 périodes très distinctes dans la mode. Et bon, par exemple, cette image, qui est une des images les plus connues de Man Ray, qui s'intitule Noir et Blanche, qui date de 1926, elle a été commandée par Vogue, en fait, alors que ce n'est pas du tout une image de mode. On voit bien à quel point elle n'a rien à voir avec la mode. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une image sur laquelle il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Man Ray... Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si le journal Vogue a réellement demandé à Man Ray de faire une photo
avec ce masque. C'est fort possible que ce soit le cas parce que ce masque appartenait à un des rédacteurs en chef de la revue, donc à Georges Saquier qui dirigeait la revue Vogue. Donc il y a de fortes chances pour qu'on lui ait demandé de faire quelque chose avec ça. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont a travaillé Man Ray entre le visage de Kiki. Alors Kiki de Montparnasse, je ne vous en ai pas parlé, mais il la rencontre en 1924. À l'époque, c'est vraiment la modèle préférée de tous les peintres français. Elle est assez voluptueuse, charnelle, etc. Et il la rencontre dans un bar, genre La Coupole ou quelque chose comme ça. Et il va tout de suite la voir, il tombe tout de suite fou amoureux d'elle et il lui demande si elle veut bien poser pour lui, et qu'il est photographe et qu'il voudrait la photographier. Alors elle lui dit, mais il n'en est pas question une seule seconde. Moi, je travaille que pour des vrais artistes, que pour des peintres. La photographie, c'est horrible. Vous allez... Donc elle refuse. Bon, ça c'est toute l'histoire. C'est assez joli parce que ça raconte l'histoire d'une autre photo que je vous montrerai après, qui s'appelle Le Violon d'Ingres, qui est la photographie la plus connue. Mais bon, tout ça pour dire que cette image-là, qui arrive un peu après, donc là, ils sont déjà amants depuis 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il a traité le visage de Kiki. Pour parvenir à cette composition qui est hyper travaillée, où vous avez un visage extrêmement blanc, parce que poudré à l'extrême, avec les quelques traits du visage extrêmement dessinés, des yeux, de la bouche et des sourcils, même le nez apparaît à peine, et finalement, les seuls reliefs correspondent au relief du masque africain qui est à côté. Donc, il y a une espèce de parallélisme qui est créé entre le visage de Kiki et le visage nègre. Et c'est évidemment ça qui intéresse énormément Man Ray. Et c'est d'ailleurs dans le texte qui est publié à l'époque à côté de la photo dans la revue Vogue, c'est évidemment ça qui est mis en avant, c'est-à-dire la mise à égalité de deux cultures extrêmement différentes qui sont la culture occidentale d'un côté et la culture africaine de l'autre. Et donc, c'est assez précurseur pour l'époque, parce qu'évidemment, on parle des nègres et ce n'est pas du tout bien vu, et au contraire, d'aller traiter ces deux civilisations en tant qu'égales. Donc là, c'est la première chose qu'on dit en fait jamais au sujet de Man Ray, c'est au-delà de l'aspect esthétique des images, qui évidemment tout de suite est très frappant et très réussi, au-delà de ça, il y a toujours quand même et souvent un message derrière. Et Man Ray s'appliquait souvent à dire je préférerais qu'on me demande pourquoi j'ai fait certaines images que comment. Voilà, donc le comment ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, il s'est évertué tout au long de sa carrière à cacher sa méthode de travail qu'on a décryptée ensuite quand on a pu étudier ses négatifs et ses contacts. Donc, c'est des choses qu'on a découvertes très, très tard. Hein. On a découvert ça à la fin des années 90 quand même. Il est mort en 76. Donc, et tout au long de sa vie, lui, il s'est bien appliqué à cacher sa méthode de travail. Donc, pour dire, regardez plutôt les images et interrogez-vous sur la raison pour laquelle je les ai faites. Donc là, la raison, voilà, au-delà de l'aspect magnifique, esthétique, superbe de cette image, il faut aussi comprendre le sens qu'elle implique. Et puis il y a aussi dans cette image la relation entre la peinture et la photographie qui est intéressante, et ça c'est aussi tout le discours de Man Ray autour de la photographie, et la question qu'on lui posait sans cesse et qu'on lui a posée tout au long de sa vie, c'est est-ce que la photographie est de l'art? Bon. Et ça, aujourd'hui, c'est une question, on enfonce des portes ouvertes quand on pose cette question, encore que on se rend compte à quel point elle est malgré tout parfois encore d'actualité, mais à l'époque pour Man Ray, c'était une question nulle et non avenue. Et c'était une manière pour lui de mettre sur le même niveau la sculpture et la photographie. Et c'est très juste d'ailleurs comme comparaison, si on part du principe que la photographie comme la sculpture sont des médiums qui sont reproductibles l'un comme l'autre. Donc ça, ce sont des choses, voilà, ce sont des deuxième et troisième niveaux de lecture dans certaines images comme celle-ci qui est très connue, mais à laquelle on s'attarde uniquement pour les raisons esthétiques, sur laquelle on s'attarde. Alors voilà, des photographies de mode qui ont été publiées dans Harper's Bazaar. Là, vous en avez, ça c'est typiquement, c'est assez intéressant, ces séries de contacts, parce que ça permet de voir que Man Ray, pour une séance de pose, il faisait à peu près entre 5 et 8 photographies, ce qui est assez peu quand on sait comment travaillent les photographes aujourd'hui, mais bien sûr, le matériel n'était pas le même. Donc là, vous avez maximum 8 contacts
pour finalement une photographie qui va être regardée et publiée dans la revue. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Qui était Nuche? Nuche Éluard, c'était la compagne. Ah, c'était Nuche Éluard. Ouais, Nuche Éluard, c'est la femme de Paul Éluard. Donc, vous l'avez vu aussi dans l'expo d'Oramar qu'on a vu aussi à la Tate. On avait vu des photos de mode d'ailleurs de Nuche Éluard. Je ne sais plus, prises par Doramar ou peut-être par Man Ray d'ailleurs. C'était peut-être des photos de Man Ray. Souvent, c'est bien possible. Ouais. Donc ça, voilà, là c'est pareil, c'est un peu, je suis désolée parce que je suis obligée de revenir en arrière, ça fait partie des premières séries de photographies mode que fait Man Ray pour le magazine Vogue. Là, il s'agit de l'exposition internationale Le Pavillon de l'élégance, et pour lequel Serge Vignot, je crois, Lucien Vogel. Lucien Vogel, mais ils avaient créé Vignot. Ouais. André Vignot, voilà, merci. Ouais. Ils avaient créé des mannequins pour la première fois, des mannequins en cire de taille réelle et qui étaient extrêmement réalistes. Et donc, Man Ray a beaucoup joué avec le côté un peu irréel, finalement, de ces poses, de ces mannequins qui avaient l'air d'être vivants, quoi. Et donc, sur les photographies, il a beaucoup joué avec ça. C'est une des premières séries qui a fait le succès de Man Ray, mais ce qui était très intéressant, c'est que c'est une série qui, donc, par son côté un peu surréaliste comme ça, non seulement a été publiée dans Vogue, bien sûr, qui avait commandé les images, mais aussi par la révolution surréaliste, juste après. Pourquoi ? Parce que les poses des mannequins étaient vraiment étranges. Oui, parce que ça mettait en valeur les vêtements, ou est-ce que c'était comme un espèce de bal surréaliste auquel ils assistaient tout le temps Non, c'était vraiment un peu comme les photographies de Valérie Bollin que tu avais montré au Parcours Saint-Germain. Tu te souviens les premières? Oui, tu as ce visage noir et blanc mannequins. Où tu ne sais pas, en fait, si ce que tu regardes est une femme vivante ou un mannequin. Ah oui, d'accord. Et c'était exactement la même idée. En fait, Man Ray, c'était la même chose pour ces mannequins-là à l'époque. On a du mal à le croire parce que pour nous, les mannequins de ce type, c'est assez courant. Mais à l'époque, c'était tout à fait nouveau. Oui, alors là, ils disent que c'était en fait en plus des mannequins en cire, donc pas des mannequins en plastique. Donc le cire, c'est un peu comme voilà, comment ça s'appelle, le musée du cire, de la cire là. Le musée Grévin, quoi. C'est un peu comme ça. C'est un peu ça, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le musée de Grévin avec des magnifiques robes et des femmes qui jouaient aux élégances. Sauf qu'à l'époque, c'était vraiment nouveau. Nous, on est très habitués maintenant, mais au début des années 20, c'était assez révolutionnaire comme mannequinat, en fait. D'accord. Et donc, c'est ça qui a plu, c'est cette interrogation qui plaisait aux surréalistes. Alors là, il y a quelques exemples, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi certains exemples plutôt que d'autres, mais si vous voulez, dans l'exposition, on passe de toute la période Vogue à la période Harper's Bazaar, avec des images de Coco Chanel, de Schiaparelli. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la mode, vous savez qu'il y a une exposition qui va ouvrir à Paris le 22 septembre, donc c'est très bientôt, au Palais du Luxembourg, à laquelle j'ai aussi participé d'ailleurs. J'ai écrit tout le petit journal, et donc c'est Man Ray et la mode, et ça va commencer bientôt. C'est une assez belle expo. Bah dis donc. Alors, Dada et surréalisme, là je passe un peu, j'ai juste passé celle-là parce qu'ils voulaient couper, alors c'est un peu énervant, on peut même pas la voir correctement, mais bon, si vous voulez, j'essaye. Normalement, on voit la tête du mannequin qui est là aussi, en fait, qui est une espèce de, c'est un œuf plat, la forme, avec une tête grossièrement dessinée. Ça, c'est une des premières images surréalistes, donc plutôt dadaïste, puisqu'on parle de surréalisme à partir de 1924. Là, c'est une photographie qui a été créée en 1920 par Man Ray, qui s'appelle Coat Stand, qui veut dire porte-manteau. Et ce qui est très atypique, donc forcément, ce qui à la fois choquait aussi à l'époque, c'est la crudité du nu, bien sûr, puisque la photographie de nu à l'époque, il fallait vraiment retoucher les poils pubiens, ne rien montrer, c'était des poses un peu hyper classiques. Un nu, normalement, c'est d'ailleurs la même raison pour laquelle le nu descendant un escalier de Marcel Duchamp avait fait tellement scandale, c'est que c'était un nu qui descendait l'escalier, alors qu'un nu ne doit pas descendre un escalier. Un nu doit être posé sur un canapé, lascif, point. Donc là, c'était exactement le même esprit. C'est pour ça que Man Ray et Duchamp s'entendaient si bien, c'est que c'est le même esprit, un nu un peu comme ça, transgressif, à laquelle, donc, le fait d'avoir chaussé, d'avoir mis un bas noir comme ça, on donne l'impression que la jambe est coupée. L'ajout d'un mannequin comme ça en bois
articulé, qui comme ça donne le sentiment de démembrer le corps. Enfin bon, bref, tout ça, c'est une vraie… Oui, ou même d'un corps un peu handicapé, quoi, Absolument. qui a un support, qui est tenu. Elle est presque effrayante, cette photo, en fait. Hein. Oui. Elle l'est moins quand tu vois le visage parce que la tête sourit. D'accord. Donc, il y a une espèce de… C'est pour ça que c'est un peu dommage d'avoir coupé la tête comme ça, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réussi à mettre l'image en entier, mais si vous voulez, c'est un peu… c'est une des premières images, et d'ailleurs, elle a été publiée dans la revue de Picabia à Paris à l'époque, dans la revue 391. Il a publié cette image en 1920 aussi. Ça, c'est la fameuse photo. Alors, le fameux violon d'Ingres, donc c'est comme ça que je vous racontais tout à l'heure l'histoire de Kiki qui rencontre Man Ray. Et Man Ray qui arrive à la convaincre malgré tout de venir poser pour lui dans son atelier. Et il lui dit, mais tu verras, moi je peux faire aussi bien que les peintres. Je ne vais pas du tout faire quelque chose de vulgaire, ça ne sera pas du tout une photographie de nu vulgaire, je vais faire quelque chose de tout aussi beau et classique que Ingres. Et donc, il existe quelques contacts de cette séance de pose qui sont conservés au Centre Pompidou, qu'on n'a pas montré là parce que le Centre Pompidou n'a rien prêté pour l'exposition, mais qui sont qui montrent en fait que Man Ray, pour arriver à ce résultat-là, a tourné autour de son modèle pendant un moment avant de trouver quel pourrait être le meilleur angle de vue. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il lui a ajouté certains accessoires qui sont des accessoires directement pris à Jean-Dominique Ingres, dans sa baigneuse de Valpinçon, et on a le même châle qui lui couvre les hanches, le même turban sur la tête que les nus au bain, vous savez, toutes ces femmes dans les harems qu'apporte Ingres. Donc, il lui a donné les accessoires classiques pour qu'elle se sente là aussi idéalisée, même si c'est de la photographie. Et par la suite, une fois que le tirage était réalisé, il a dessiné sur le tirage lui-même les ouïes que vous voyez qui sont sur le dos de Kiki. Pourquoi ? Parce que bien sûr, la forme même du dos lui rappelle un violon et que donc c'était… l'idée, c'était de faire aussi et de mettre en place aussi un jeu de mots avec l'expression violon d'Ingres, hein, parce que l'expression violon d'Ingres vient du fait que Ingres avait comme passion le jouer du violon. Il jouait énormément de violon, il partageait son temps entre la peinture et le violon, et c'est comme ça qu'est née cette expression d'avoir un violon d'Ingres pour quelque chose. Et donc on comprend bien ici que pour Man Ray, son violon d'Ingres, c'est la femme en général. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, il était bien sûr fou amoureux de Kiki, mais il était fou amoureux des femmes, des femmes dans leur… C'était un homme à femme. Hein, c'était un homme à femme. Comme Marcel Duchamp, comme Picabia, comme tous ces mecs-là. En fait. Complètement. Tanguy, il avait un petit œil qui frise aussi, si on regarde les photos. Mais en fait, est-ce que c'est la première fois aussi qu'on dessine sur de la photographie ? Non, ça non, parce que dès l'époque de la fin du 19e siècle, pour les photographes, l'idée, comme les photographes ont toujours été critiqués et donc soupçonnés de ne pas être de vrais artistes et d'être des peintres ratés en quelque sorte, dès le 19e siècle, dès les années 1880, beaucoup de photographes se sont mis à peindre sur leurs photos. Ah oui. Donc en fait, ça c'est assez classique comme… c'est du même ordre que la retouche ou le recadrage, tout ce qu'on peut faire pour améliorer, entre guillemets, une photographie. Et c'est là-dessus que va se fonder tout le mouvement de la photographie pure qui va contre ça, c'est-à-dire la photo n'a pas besoin de se faire valoir en utilisant le médium des autres, quoi. Donc, ce qui est nouveau, c'est plutôt dans l'idée de créer de la photographie surréaliste avec des modèles réels, quoi. Non, mais ce qui est nouveau, ce qui est surtout… très étonnant en fait, c'est qu'il arrive tout en gardant un certain classicisme en fait dans sa forme de travail, il arrive à s'imposer comme le photographe le plus à l'avant-garde de son temps. Parce que Man Ray a toutes les photographies surréalistes, elles ont été créées par Man Ray dès le départ. Il n'y a pas de photographie surréaliste s'il n'y avait pas Man Ray. Ouais. C'est vraiment lui l'inventeur de la photographie surréaliste. Quand il fait des images comme celle qu'on a vue à l'instant, celle-ci,
on est en 1920. Ouais. On est hyper tôt. Et il est déjà en train d'utiliser la photo comme un médium Et ces photos ont qui plu peut montrer ou elles ont autre fait le chose. scandale, hein, ou les deux? Un peu Elles ont- en fait, tout ça est resté quand même assez longtemps plutôt confidentiel. Ouais. Enfin, Vogue, c'est pas très à force de hasard, c'est pas Ouais, super mais c'est confidentiel. pas. Non, mais c'est ça, c'est Vogue et c'était que la photographie de mode, Oui, quasiment. c'était des choses classiques Tu encore. vois, mais ça, c'est publié dans la Révolution surréaliste. D'accord. Donc ça C'est reste, pas publié dans les revues ça de reste mode. un petit groupe. Hein. Mhm. D'accord. Et en fait, ce qu'il va faire pour créer la photographie surréaliste, c'est qu'il va inventer un certain nombre de techniques qui sont des techniques qui lui sont propres. Mais alors, est-ce que je vais trouver les bonnes images pour vous les montrer parce que là, c'est compliqué. Il montre les rayogrammes après. Hein. Ouais, mais parce qu'il y a une salle entière sur les rayogrammes, mais il me semble que dans la mode, il y a une solarisation. Je vais vous la montrer. Là, voilà. Là, à droite, ici, vous avez ce qu'on appelle une solarisation, c'est-à-dire que pendant le développement du négatif, Man Ray allume la lumière. Et cet effet, enfin, cette action a pour effet de provoquer un inversement des valeurs sur le négatif. Et c'est ce qui crée ce liseré que vous voyez là, que lui appelle le dessin ingresque, en fait. Là aussi, c'est assez intéressant de voir que Man Ray utilise des techniques purement photographiques pour hausser, entre guillemets, le niveau de la photographie à celui de l'art, du dessin ou de la peinture. Donc, cet effet, la solarisation, qu'il découvre en 1929, il va avoir un immense succès avec, parce qu'il va aussi l'utiliser pour le portrait, il va l'utiliser pour la mode, il va l'utiliser pour tous ses travaux commerciaux, autant commerciaux que personnels. Et ça donne, l'effet que ça a, c'est que, par exemple, pour les portraits, ça donne l'impression de montrer l'aura d'une personne. Et donc, c'est ça qui va faire son succès. Donc, ça, c'est une des premières méthodes, une des premières techniques, on va dire, qu'il invente pour la photographie dite surréaliste. Une autre, c'est la surimpression. La surimpression, c'est par exemple, ça, c'est qu'à moitié un bon exemple parce que c'est extrait d'un film, mais l'idée, c'est celle-là, c'est-à-dire que vous pouvez mettre dans le même tirage, dans le même boîte d'agrandisseur, vous pouvez mettre plusieurs négatifs ou impressionner plusieurs fois le même négatif avec plusieurs images de façon à créer des surimpressions. Ça, il l'invente dès 1922, donc c'est très tôt aussi. Et c'est ce qui lui permet de donner comme ça, avoir des images qui n'ont rien à voir avec la réalité normale. L'autre chose qui fait le grand succès de Man Ray, c'est cette manière de photographier, parfois en très gros plan, mais des choses et qui deviennent ensuite méconnaissables. Donc là, on est très tôt aussi, on est en 1920, et il s'agit en fait du grand verre de Marcel Duchamp, qui à l'époque est posé dans l'atelier de Marcel Duchamp à New York. Ah oui. Duchamp le laisse là pour qu'il prenne la poussière pendant des mois. Et en fait, ce que vous voyez là, ce sont des moutons, quoi, des petits moutons de poussière qui se sont accumulés sur le grand verre. Et ce qui apparaît dessous, ce sont ces dessins, vous savez, à la mine de plomb, qui après étaient enfermés dans le grand verre. Bon, ben là, on est typiquement dans une œuvre complètement incroyable pour l'époque, c'est-à-dire que Man Ray va prendre une photo d'une œuvre en gestation et ça devient, au final, une photographie complètement surréaliste. Ça s'appelle Élevage de poussière, c'est un titre qui a été donné par Marcel Duchamp, mais le premier titre qui a été publié, quand cette œuvre a été publiée en 1924, dans la Révolution surréaliste, elle est publiée sous un titre donné par Man Ray, qui est assez poétique et qui l'intitule comme ça, voici le domaine de Rose, c'est la vie, comme il est aride, comme il est fragile, vue prise en aéroplane par Man Ray. Comme si... Mais ça, c'est ultra conceptuel en fait. Ultra conceptuel. Mais, et ça a été accueilli comment, ce genre de photo, aussi dans un petit, même dans un petit... dans un petit groupe de surréalistes, ça a dû être très surprenant quand même. Est-ce qu'ils ont compris, tu crois? Mais le petit groupe, oui. Oui. Après, oui, les autres. Personne. Mais d'ailleurs, c'est des photos personne n'a acheté ça à l'époque.
Alors, bon, alors il y a aussi un autre souci dans cette présentation, c'est qu'en dessous, on a les photos, il y a écrit Oscar Niemeyer Museum. En fait, les photos n'appartiennent pas à l'Oscar Non. Niemeyer Museum. Tout vient d'une collection privée à Paris. Tout vient d'une collection privée à Paris, tout l'ensemble de l'exposition. Oui. Et là, elle est revenue à Paris, cette exposition, ou elle est restée au Brésil? Ça rentre la fin septembre. Ça rentre fin septembre, d'accord. D'accord, donc c'est des photos qui sont jamais montrées. Non. Ah oui. Il y a quelqu'un qui nous écoute? Non, j'ai enregistré. C'est enregistré, hein, le Zoom. Mais ils sont avec nous toujours? Ah bah oui, ils sont là. Je les ai tous mis sur mute. Ah, c'est ça. Mais vous nous entendez, hein? Mais vous voulez nous poser des questions parfois? Ils t'écoutent, hein, ils sont sages, tu sais, hein, ils sont très sages dans mon groupe. Bon, c'est bien. Non, si vous voulez intervenir, non, mais on a fait 3 quarts d'heure. Vous avez des questions déjà jusqu'à présent ou pas? Pas tout de suite, non. Bon. Non, bah, vas-y, continue. Donc je reprends. Donc, ce paysage assez improbable de Man Ray, dont il dit qu'il l'a pris en avion, évidemment, c'est extrêmement drôle parce que ça veut dire que dès 1920, il part du principe que la photographie peut montrer autre chose que la réalité et que justement, c'est cet autre monde qui va développer. Et c'est là-dessus que la photographie n'est pas attendue, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on peut dire que Man Ray a inventé la photographie surréaliste, vraiment. Mm-hmm. Alors, on continue d'avancer. Bon, ça, c'est un portrait de Lee Miller dans le film de Jean Cocteau. Puis il y a aussi l'aventure avec Lee Miller. Il est resté combien de temps avec Lee Miller? Il est resté 3 ans, entre 2 et 3 ans, entre 1929 et 1931 avec Lee Miller. Mais de toute façon, je pense qu'il est tombé amoureux de toutes ses assistantes. C'était son assistante? Oui, elle a commencé, elle est arrivée chez lui, très très jolie américaine, qui arrive en 1929, et qui avait déjà fait un peu de photographie, mais qui voulait être photographe, et il la prend comme assistante, et voilà, c'est comme ça que ça commence. Après, elle est allée très loin, elle aussi. Hein. Ben oui. Elle, c'est encore une autre histoire. Dans le surréalisme, vous aviez vu, on avait vu à Londres aussi une autre exposition sur Modern Couples, où il y avait ces photos de Lee Miller qui sont un peu de cette période-là, en fait, de seins coupés, non? Ah oui. De seins coupés sur un plateau, et donc elle avait, enfin, je veux dire, c'était un peu effrayant aussi comme photo. Et celle-là aussi, c'est ces photos de l'exposition internationale surréaliste. La femme en cage, alors c'est un peu spécial quand même, parce que la femme en cage qui a un masque, là en ce moment on est en plein dedans. C'est drôle le masque, donc, là, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, et oui, c'est assez. Alors là, en plus, elle a été recadrée parce que c'est quand même un mannequin qui, pour le coup, est en plastique, là, peut-être pas en cire, mais cage à oiseaux avec le masque, c'est spécial quand même. Hein. Alors ça, ce sont en fait l'exposition internationale du surréalisme qui avait eu lieu en 1938. C'était une exposition qui était organisée par Marcel Duchamp, tu sais. C'était cette fameuse expo où tu avais au plafond d'une salle, tu avais tous ces sacs de charbon. Tu te souviens de cette exposition? Voilà. Bon, et bien dans cette exposition, tu avais une rue avec que des mannequins, et chaque artiste avait fait un mannequin. Donc, ils avaient tous le même mannequin au départ, un mannequin comme ça en plastique, et ils l'avaient tous agrémenté différemment. Et donc, celui-là, c'est celui de... je ne sais plus qui, mais... lui, il les a prises en photo, mais c'est pas forcément lui qui a fait les mannequins. Ah ben non, c'est pas lui qui a fait les mannequins. Là, il a pris en photo toute la rue. Donc, il existe toute une série. Il y a Raoul Lubac aussi qui a pris toute la série en photo à l'époque. Et donc, il y a Dali qui a fait un mannequin, il y a Duchamp qui a fait un mannequin, Magritte. Ils y sont tous. C'était l'expo qui était à Paris. Et là, je pense que c'est Sonia Mossé. C'est le mannequin de Sonia Mossé. Donc, c'est une femme. Ah, c'est une femme, oui, c'est pour ça. Alors elle parle de la condition de la femme, c'est normal. Parce qu'un homme, à l'époque, je ne pense pas qu'il aurait fait un mannequin comme ça, quoi. C'est particulier. C'était la seule femme surréaliste, peut-être, de l'exposition, non? Non, il y avait pas beaucoup de femmes. Il y avait aussi Meret Oppenheim qui était là. Ou Dora Maar. Dora Maar était là. Non, il y en avait quand même quelques-unes. Les cheveux longs, là, c'est magnifique. Alors ça, je vous ai pas raconté aussi un peu, parce que c'est compliqué sur les écrans de montrer les différents tirages qu'on avait dans l'exposition. Parfois sur les vues d'expo, on en voit, j'essaye de les montrer. Oui, on peut. Là, on voit, par exemple, vous avez un très très grand tirage. On ne voit pas de quelle image il s'agit, et vous avez des petits contacts. Ça, c'est une série de contacts. Vous avez des tirages normaux. Et vous avez des très grands tirages. Ces très grands tirages, ils font carrément
70 cm de haut, quoi. Ils sont assez étonnants et c'est la première fois qu'on les montre, enfin, qui sont montrés depuis très très longtemps, parce que c'est des tirages qui ont été réalisés au début des années 60 pour une exposition en Allemagne. Donc, c'est des tirages qui ont été faits par Man Ray lui-même au début des années 60, à partir de ces négatifs, bien sûr, des années 30. Et donc, il y a quelques très très belles images qu'on a pu montrer comme ça dans cette exposition. C'est très très impressionnant parce que c'est vraiment des beaux tirages. Et c'est rarissime d'en avoir de ce format-là. Donc ça, oui, c'est une très 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 belle photo. Elle est légèrement solarisée aussi, comme je le disais. On ne sait pas qui est le mannequin là. Non, non, mais l'intérêt, c'est les cheveux. Ouais, c'est incroyable, franchement, incroyable. Et puis elle a perdu ses bras. On voit plus ses bras. Ah oui, ouais. C'est là aussi le corps. C'est à la fois la beauté et mais il a beaucoup joué avec la photographie, en fait, ce que ne faisaient pas les photographes avant. Il a joué, il coupe, il agrandit, il recoupe, il fait de la construction, il fait du montage, en fait, parce que, bon, voilà, et il dessine par-dessus. Donc bon, aujourd'hui, on voit ça énormément partout, les artistes contemporains, mais à l'époque, personne ne faisait ça, en fait. Non. Ouais. Non, et puis se pose toujours la question de comment il a fait ça, mais qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça veut dire, etc., ouais. etc. Donc là, ce qui est assez joli, c'est le mouvement des cheveux qui rappelle un peu les plis des robes classiques. Enfin bon, on voit bien qu'il y a tout une référence à l'Antiquité avec les bras qui ont disparu, etc. Bon, il y a toutes ces références très classiques chez Man Ray. Oui, c'est une Vénus de Milo à l'envers, quoi. Ouais. Avec les cheveux à la place de... Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Des petites gouttes comme ça, des petites gouttes de verre, hein. Ouais, ce sont des larmes de verre. Alors, il y a plusieurs versions des larmes. Donc, ça, c'est une photographie qui est assez, bien sûr, qui est une des photographies les plus connues de Man Ray. Au départ, on a aussi, il existe aussi le contact où on voit le visage entier du modèle. Donc, ça, c'est déjà et il a utilisé 2 cadrages différents tout au long de sa vie. Celui-ci, où on voit qu'un seul œil, et celui où on voit les 2 yeux. Et après, il est sorti un peu plus tard un autre cadrage où on voit aussi la bouche. Mais là, j'ai plus de doutes sur la véracité Enfin voilà, je me suis toujours demandé si c'était vraiment Man Ray qui avait fait ça, quoi. Ouais. Donc c'est un peu étrange parce que vraiment, tout au long de sa vie, il a utilisé que ces 2 cadrages. Donc là, c'est assez rigolo parce que c'est aussi une jolie histoire dans... on ne sait pas, en fait, il existe une publicité pour un mascara qui a été publiée dans une seule revue, un seul numéro. Donc, un jour est publiée cette photographie-là avec les 2 yeux, avec écrit « Madame, achetez le Cosmécil avec ce mascara, vous pouvez pleurer au cinéma et au théâtre, ça ne coulera pas. » Ah oui. Et là, ça a marché. La pub pour le mascara. Donc, bon, on n'a jamais su si... Enfin, ce que je sais, c'est que l'image a été publiée avant par Man Ray, avant cette publication dans cette revue, que quand elle a été utilisée pour la publicité, elle n'est pas signée. Donc, il est fort probable que le Cosmécil que Arlette Bernard, qui est la marque du Cosmécil, se soit simplement servi et pris la photo de Man Ray à ses fins sans même demander son autorisation. Ça, c'est bien probable pour l'époque. Mais toujours est-il que Man Ray, alors lui, en revanche, il explique beaucoup d'autres choses au sujet de cette image, qui sont d'ailleurs assez érotiques, parce que c'est vraiment pour lui... En fait, c'est très drôle parce que j'ai jamais pu expliquer tout ça au Brésil, ça choquait vachement. Je vous ai pas raconté qu'ils ont voulu enlever tous les nus de l'exposition quand même au début. Donc, je me suis un peu battue pour faire en sorte que l'exposition ne soit pas censurée, parce que maintenant, la culture au Brésil, c'est un peu compliqué. Donc bref, tout ça pour dire que la vraie explication normalement de cette image, elle est très érotique en fait. Il parle, quand on lit son autoportrait, il explique que dans les yeux d'une femme, on voit son sexe, que c'est la seule chose qu'on peut faire mouiller facilement. Enfin bon, bref, c'est très érotique, toutes les allusions sont limite porno, mais voilà. Donc il y a beaucoup. Donc évidemment, ce sont des fausses larmes, ce sont des billes de verre qu'il a collées sur le visage du modèle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va un peu à la recherche comme ça d'un plan très général à un plan très centré sur un œil, qui bien sûr, une fois que je vous ai parlé de sexe, vous y voyez tous la même chose maintenant. Mais bien sûr, Emmanuel. Mais bien sûr. Et voilà. Alors là, on a l'impression de retourner chez Ben en fait, mais c'est pas Ben, c'est pas Ben, c'est Man Ray. Mais tu vois comme quoi. Comme quoi, tout est quelque part. Ils ont tous
pris leur inspiration quelque part. Donc là, c'est pareil, ils ont coupé tout parce que ça s'appelle les doigts d'amour de Man Ray, et ça s'appelle la ligne, la couleur, la forme, l'espace et l'air. Et tout ça pour dire que voilà, ça c'est une salle où on en voit quelques-uns. En 1922, donc on remonte un tout petit peu à nouveau dans le temps, mais ça fait aussi partie des grandes inventions de Man Ray. Et même s'il ne l'invente pas réellement, il remet à l'honneur, on va dire, le photogramme, et il l'appelle rayographie. Il lui donne ainsi son nom. C'est une technique qui consiste à ne pas faire de photos. Ce ne sont pas des photos au départ, c'est du papier photographique sur lequel il pose des objets ou une main ou peu importe quoi, et il allume la lumière, et du coup, c'est l'empreinte qui reste sur le papier. Donc ça, c'est ce qu'il appelle ces rayographies. Elles vont être publiées au début des années 20. Ouais. Est-ce que c'est fragile? Pas plus qu'un autre tirage noir et blanc, parce qu'après, c'est fixé. Après, il le fixe comme n'importe quel autre tirage. Mais il arrive à mélanger à la fois, là on le voit assez bien d'ailleurs, une photographie de la Tour Eiffel, le soir d'un jour de l'an sans doute, parce qu'il y a toute cette histoire d'éclairage, et deux profils mis les uns avec les autres. Là, on n'identifie pas vraiment si c'est des pétales ou du coton, un petit tissu et sa main. Et en général, c'est donc forcément toujours, et là vous voyez sur le côté d'autres exemples, il a fait un alphabet aussi, G pour glace, L pour light. Donc il a fait ce qu'il appelle l'alphabet pour adultes, qui est fait entièrement de rayographie, avec toutes les lettres de l'alphabet, et puis après il y a des images plus ou moins énigmatiques. Il y avait des films dans l'expo aussi. Ce qui révolutionne un peu, c'est ça, la rayographie fait partie des techniques qui ont vraiment, je vous ai parlé de la solarisation et de la surimpression, mais la rayographie, c'est aussi une des premières techniques qui met Man Ray à l'honneur comme étant le peintre, on l'appelle l'artiste qui peint avec la lumière en fait. Parce qu'effectivement, ce ne sont que des jeux de lumière. Alors, il arrive à complexifier plus ou moins sa technique avec différentes sources lumineuses, en faisant plusieurs impressions à différents moments sur la même image, etc. Mais ça donne des images où la photographie, où l'objet qui est sur la photographie est parfois pas reconnaissable du tout. Et c'est ce qui fait de lui, c'est pour ça qu'il appelle... c'est un peu l'équivalent de l'écriture automatique d'André Breton, si vous voulez. C'est une forme de création automatique pour la photographie. Il y en a d'autres là. Et il publie un album en 1922 qui s'appelle Les Chants délicieux, qui est traduit, mais c'est en français Les Chants délicieux, et évidemment pour faire référence au champ magnétique d'André Breton. Oui, d'accord. Et l'exposition... Et donc, il peut aussi le mettre dans des films, cette technique. Donc voilà. Ça aussi, c'est comme un photogramme. C'est du sel, du poivre, on met directement sur la pellicule, une punaise. Avec la musique, comme ça donne quelque chose de tellement novateur, et même en termes de musique et de composition contemporaine, c'est très étonnant. Ah, no tengo. Ah, sí, perfecto. Si me puedes traer el sal. Gracias. Ça, c'est un peu les retours de Marcel Duchamp. D'ailleurs, c'est un carrousel dans Paris, non? Ouais. Les petits chevaux. Ça donne autre chose, quoi. Ouais. Ouais, t'as l'impression d'être sur une autre planète. Et Jean Cocteau aussi, ils ont fait des choses ensemble avec Jean Cocteau ou pas vraiment? Parce que c'était vraiment l'esprit de ce film. Hein. Ouais, mais il a participé au son intérêt, et puis ils sont très proches. Hein. On ne vous entend plus, les filles. Ah bon? C'est à cause du son. Ouais, on ne vous entend plus du tout. C'était à cause du son peut-être du film. Ouais, je pense. Ouais. On va zapper le film alors. Ouais, on va zapper le film. Vous pourrez le regarder plus tard. Ouais. Alors après, on passe au nu. On va bientôt terminer hein, d'ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par chat ou à intervenir.
Bon, mais là, de toute façon, si vous voulez, je vais essayer d'accélérer, mais là, après, il y a un peu de nu, donc l'idée, c'est de montrer que le nu, c'est aussi un des sujets favoris de Man Ray et qu'il a énormément traité. Donc, vous aviez une salle magnifique, je trouve, avec tous ces très beaux tirages. Ce qui est très intéressant, c'est ce que je vous disais. Par exemple, on le voit, on ne peut peut-être pas agrandir, malheureusement, on ne peut pas agrandir les photos, mais cette image-ci, par exemple, si vous la voyez plein 4, c'était plein négatif, elle n'a pas d'intérêt parce que ce n'est que le recadrage qui fait toute la force de l'image en vérité. D'accord. Quand la photo n'est pas recadrée, on voit les genoux posés sur un coussin, les pieds dégueulasses, bon, ça n'a plus aucun intérêt. Et là, en fait, ça devient le corps de la femme devient autre chose. Et c'est cette capacité de Man Ray, là vous voyez tous ces travaux en solarisation, là aussi, solarisation, ça c'est nu chez lui. On a beaucoup dit qu'il était misogyne, Man Ray, mais ce n'est pas du tout vrai. Tous ces nus sont hyper idéalisés et au contraire, il avait un amour fou pour les femmes, il essayait de les mettre en valeur. Il y a quelques nus masculins, mais quasiment. Ça, c'est un extrait de Retour à la raison. Voilà Kiki. Et Kiki, oui, effectivement, il était bien en chair. Hein. Bah, Kiki, oui. Là, on voit bien, là, c'est un tirage un peu plus grand que les autres aussi. On voit. Après, il y a eu quelques photographies couleurs, il n'y en a pas beaucoup, mais celle-ci, ça c'est vachement beau. J'adore cette photographie parce qu'elle est assez, on dirait que c'est presque un dessin en fait, ouais, c'est colorié, c'est assez poudré, ouais. C'est très très beau. C'est le seul exemple de photographie couleur dans l'expo. Donc vous voyez ces grands tirages, ils sont absolument sublimes, surtout cette solarisation là, c'est magnifique. Des photos de paysages, il n'en a pas fait des masses, il aimait bien se promener dans Paris, mais ce qu'il aime surtout, voilà, là à nouveau c'est la question du cadrage qui compte, c'est-à-dire qu'au départ la photo est bien plus large, on ne sait pas, et là on perd l'échelle et les galets qui sont tout petits au départ deviennent de véritables montagnes. Il faut qu'il y ait une composition, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'intéresse. Ça, on va passer direct. Bon, il y a quelques photographies de rue dans Paris. Il y a une énorme influence de Jeanne Adjet. Là, de qui Adjet. Donc, Adjet, il a photographié tout. Ah oui, un autre photographe. Eugène Adjet, il a photographié tout Paris. Et Man Ray est celui qui l'a fait redécouvrir. Ouais. Pardon. Ouais. Bon, donc il y a toute une série sur. On va passer Malbakia aussi. Ouais. Et enfin, après, on arrive aux objets. Voilà, et on terminait par les objets dans l'exposition, et notamment cet objet qui s'appelle Obstruction, qui a été un objet réalisé en 1920 à New York, et qu'ensuite il est réédité. C'est pour ça qu'on termine avec tous ces objets, parce que pour la plupart, ils ont tous été réalisés à Paris entre 1920 et 1940, sauf qu'il ne s'agit que d'éditions tardives, parce que la plupart des originaux ont disparu. Alors faites attention, parce que je me suis fait un peu avoir quand je suis allée à Genève Art Fair. Il y avait un stand énorme avec plein d'objets de Man Ray, et j'étais assez tentée parce qu'il y avait des choses assez amusantes. Et j'ai dit à Emmanuel, il faut que tu rencontres cette galerie, c'est patati patata, il y a plein de Man Ray. Elle m'a dit, c'est que du faux. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup d'objets surréalistes comme ça, à des prix presque abordables, entre guillemets, mais qui ne sont pas forcément authentiques. Contrairement aux photos, il n'y a pas tellement de faux Man Ray en fait. Si, il y a eu pas mal de faux aussi. Mais oui, il y a eu une affaire, l'affaire Bockelberg en 1997. Le mec avait pensé avoir acheté 250 originaux de Man Ray, il y en avait plusieurs millions, et tout était faux. Tout était faux. Et moi, ils m'ont montré les hectares. Et sur le moment, je me disais, c'est quand même bizarre, il y a un truc qui ne va pas, mais je n'arrive pas à savoir, sans même voir les tirages originaux. Hein. Je me disais, il y a quand même un truc bizarre qui ne va pas. Et à un moment donné, je dis, je sais pourquoi en fait. Parce que tout ça, ce sont normalement les négatifs de Man Ray. Les tirages plein négatifs ne peuvent pas exister. Ah oui. Tu vois, c'est tout le temps recadré normalement. Emmanuel, justement, j'avais une question qui avait à voir avec ça, avec la gestion entre les vintage, comment s'opère la gestion du capital artistique de Man Ray par rapport à la photographie et les objets. Et voilà, ça c'était ma question. Est-ce que tu peux un peu commenter là-dessus? Alors, Man Ray, c'est très compliqué parce qu'il existe plein de tirages différents. Tu as des tirages des années 20, des tirages des années 30, des tirages des années 40, 50, 60, 70, et tu as même des tirages post-mortem, des tirages des années 80.
et 90. Ça s'est arrêté après, dans les années 90, il n'y a plus eu de tirage. Donc, à partir depuis les années 90, il n'y a plus jamais de tirages qui ont été faits. Pourquoi? Parce que tous les négatifs, maintenant, sont au centre Pompidou. D'accord. Donc, Il a maintenant, racheté le stock, en fait, ils n'ont pas racheté, mais quand Man Ray est mort et quand ensuite Juliette, quand sa femme est morte, Juliette Man Ray est morte en 92, il y a eu une dation qui a été faite à l'État, puisque comme il n'avait pas d'enfants, c'était les frères de Juliette qui héritaient, donc il y avait des droits de succession énormes, et plutôt que de payer les droits de succession, ils ont donné le fonds d'atelier. D'accord. Donc, au centre Pompidou sont conservés tous les négatifs de Man Ray, ou presque, tout ce qui restait en tout cas dans l'atelier, tous les contacts, ou presque, et beaucoup de négatifs. Bon. Mais normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, tu peux toujours avoir des très bons tirages. Par exemple, encore récemment, je crois que c'était il y a 2 ans, est passé en vente un tirage de noir et blanche chez Christie's à Paris, qui a fait 2,5 millions d'euros. Pour une photo, tu vois, qui était vintage quand même, hein, mais... Et alors, ils avaient mis tirage de 1926, qui est la date de l'image, 1926. Mais en fait, le tirage, celui-là, précisément, n'était pas de 1926. Mais ils ne l'ont pas dit ça. Et elle s'est quand même vendue de 2,5 millions. Bon, il était de 1927, tu me diras, ça ne change pas grand-chose. J'adore les experts. J'aime beaucoup. Que ça aurait changé. J'aime beaucoup. Non, mais j'aime beaucoup cette histoire parce que ça prouve qu'il faut savoir être précis et c'est important de savoir être précis, tu vois. Ouais. Bon, mais ils n'aiment pas beaucoup qu'on leur dise qu'ils se sont trompés d'un an quand même. Ouais. Chez Christie's, ils n'aiment pas trop. Non, non, ils n'aiment pas du tout. Mais pour des photos aussi emblématiques, le violon d'Ingres qu'on voit partout ou les larmes de verre, il y en a, pour avoir une idée, il y en a, si on somme tous les différents tirages, c'est des photos dont il existe. Il existe. On sait, en fait, on n'est jamais à l'abri de découvrir un tirage quelque part un jour. Tu vois, il y a un ordre de grandeur en termes de… Noir et blanche, par exemple, il en existe quand même un certain nombre. C'est-à-dire qu'entre 1926 et 1930, on va dire, il a dû tirer noir et blanche une bonne douzaine de fois quand même. Il existe au moins 12 tirages de ça, à peu près. Le musée de Jérusalem, le musée d'Israël à Jérusalem, ils en ont 3. Ah oui. 2, t'imagines? Incroyable. Alors, pardon, j'ai une question par rapport à cette extraordinaire exposition et ce que tu viens de faire, par rapport à quelle était la mission ou le pourquoi de cette collection. Tu n'as pas besoin de dire de qui, mais cette collection parisienne qui a eu un engagement. Alors, cette collection, elle est unique au monde. Mais elle existe parce que elle vient de l'assistant de Man Ray, tu vois, tout simplement. Okay. Elle vient. Si tu veux, aujourd'hui son assistant il est décédé, donc mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec Man Ray pendant 35 ans. D'accord. Il est décédé des années 2000. Et il a fait des tirages jusqu'à quand? Il a continué. Jusqu'au moment où tous les négatifs sont allés au centre Pompidou. Il a continué à faire des 94. Donc maintenant, aujourd'hui, personne n'a le droit de faire des tirages. Non. D'accord. Alors, il y avait une autre question de Caroline Becker. Caroline, est-ce que tu es quelque part? Tu aimerais poser ta question? Là, voilà, Caroline, je vais la unmute. Tu m'entends? Caroline, voilà. Oui, voilà. Oui. Hello. Moi, je voulais savoir, en fait, puisque tu es spécialiste de la question, comment avait été tranchée la polémique de l'invention, enfin, sur l'attribution de l'invention de la solarisation. Parce que… la solarisation, tout le monde raconte… Quelle est la version officielle, en fait, tu vois? La version officielle, qui a été racontée par Lee Miller, était qu'elle était dans la chambre noire avec Man Ray, et qu'elle a senti une souris lui passer entre les jambes et que donc, comme elle a eu peur, elle a allumé la lumière. Et que c'est en voyant l'effet que ça a eu sur les négatifs que Man Ray ensuite a commencé à travailler la solarisation. Parce que si tu veux, entre le moment où tu fais un accident, mais qui était en réalité déjà très connu, parce que cette solarisation, au fond, elle existe depuis l'invention de la photographie, ça s'appelle l'effet Sabatier. Au 19e siècle, l'effet Sabatier existe, sauf que tout le monde considère ça comme un accident. Donc en fait, cette histoire assez rigolote de Lee Miller qui a une souris qui lui passe entre les jambes et qui, à cause de cette souris, allume la lumière, moi, j'y ai jamais cru.
Mais Man Ray, comme Lee Miller, ont toujours un peu raconté que c'était un accident et tout ça. Mais c'est tout à fait dans la logique de Man Ray de raconter des histoires abracadabrantes sur ces découvertes plus ou moins hasardeuses qui ont fait son succès. Donc, moi, je suis persuadée qu'en réalité, il a réellement travaillé l'effet Sabatier, qui était un effet bien connu, et qu'il l'a amélioré techniquement jusqu'à obtenir l'effet qu'il souhaitait, à tel point qu'il était capable de faire des solarisations sur négatif, alors que la plupart des photographes faisaient des solarisations sur tirage, ce qui évidemment évite de griller ton négatif si tu te trompes. Tu vois, parce que si tu te plantes d'une demi-seconde, tu brûles ton négatif. Bon, mais Man Ray, lui, moi je le sais, puisque j'ai vu les négatifs solarisés, il faisait la solarisation sur les négatifs. Donc je pense qu'il il était suffisamment bon technicien, ou en tout cas il s'est suffisamment entraîné, il a suffisamment travaillé la question pour arriver à la perfection de la technique. Alors l'invention, de fait, à l'époque où il travaillait, où il a commencé à faire des solarisations, c'était Lee Miller qui était son assistante. On est en 1929, donc bon. Je ne crois pas du tout à l'histoire de la souris. C'est la seule chose que je peux te dire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question à poser? Sinon, moi, j'en pose une petite dernière qui me brûle un peu sur… Est-ce que je peux demander poser une question à Oui, Pierre? vas-y. Oui, bien sûr, hein, Stéphanie. Je voulais juste demander, j'ai beaucoup aimé l'histoire du violon d'Ingres, cette photo que tout le monde connaît, mais en fait, je connaissais mal l'histoire derrière. Je voulais juste vous demander si on sait si en fait l'idée des ouïes de violon était déjà une idée que Man Ray avait en tête avant de faire la photo, ou si c'est, comme tu disais tout à l'heure, il a regardé la modèle pendant longtemps, il s'est demandé comment la photographier. Est-ce qu'il avait cette idée déjà du violon d'Ingres avant que la mannequin… Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais si tu veux, c'est écrit nulle part. Donc, mais moi, j'ai tendance à penser que oui, puisque si tu veux, le rapport avec Ingres est tellement évident dans les accessoires comme le turban et le châle qu'elle a autour. Donc, le rapport avec Ingres, il l'a créé très très tôt. Il l'a cherché. Et la forme du violon, elle est évidente quand tu vois le dos de Kiki. Donc, si tu veux, je pense que Et d'ailleurs, alors évidemment, le seul tirage qui existe, qui est le bon tirage, c'est le tirage sur lequel sont vraiment peintes à la main les ouïes du violon sur le tirage, et c'est le tirage qui appartenait à André Breton et qui est aujourd'hui au Centre Pompidou. Tous les autres qu'on voit circuler sont en fait des contre-types, c'est-à-dire qu'il a ensuite refotographié ce tirage-là et pour en développer d'autres, mais il n'a pas à chaque fois dessiné une nouvelle paire d'ouïes sur le tirage, tu vois. Donc, je pense, moi, j'ai toujours été convaincue que c'était quelque chose qu'il avait l'intention de faire au moment où il a fait l'image. Mais quelque part, s'il veut faire une photo surréaliste, il est obligé de faire quelque chose de cette photo, sinon c'est juste une belle photo ingresque d'un corps magnifique auquel voilà, tu peux juste t'intéresser pour son aspect esthétique. Sans les ouïes, elle n'a pas du tout le même impact. Oui, voilà. Voilà, absolument. C'est pour ça que je pense que ça n'aurait pas existé sans. Donc, il avait déjà mûri la question. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bon, moi, j'aimerais savoir, juste avant qu'on termine, et que je te remercie de tout ton temps et de ce magnifique… voilà, on a un petit peu voyagé, on a l'impression d'avoir vu une exposition commentée, ça nous fait du bien à toutes. Quelle était la personnalité de Man Ray, en fait? Est-ce qu'il a été filmé? Est-ce que, à ton avis, toi qui as plongé dedans quand même pendant des années et des années, et tu continues, c'était un homme… Bon, il y a un autoportrait quelque part de lui, il n'était pas très beau quand même. Hein. Non. Pas très grand. Non, c'était un petit monsieur. Bon, il attrape Lee Miller et Kiki de Montparnasse, donc quand même, qui étaient des femmes canon, mais… Ouais, à le lire, en fait, moi j'aurais adoré le rencontrer, évidemment, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai entendu des interviews, mais assez tard dans sa vie, donc il parlait un français comme ça un peu approximatif. Je pense qu'il était très cynique, il avait beaucoup d'humour. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils étaient très proches avec Marcel Duchamp. Donc, ils avaient quand même un esprit très similaire. Donc, et c'est d'ailleurs cet état d'esprit qui a fait son succès auprès des femmes. Tu vois, il devait avoir un charme fou, quoi. Parce que c'est vrai qu'il n'était pas particulièrement beau, ni grand, ni rien. Enfin,
Physiquement, il n'avait rien de particulier. Il était très fêtard, il allait dans tous les bals surréalistes, il se déguisait aussi. Ah ben ça c'est sûr, c'était un bon vivant. Et puis il a vécu très bien aussi très tôt parce qu'il a très bien gagné sa vie avec la photo. Donc à partir des années 30, il faisait partie des artistes les plus riches à Paris. Ah oui, d'accord. Ah oui, il avait 2 voitures, une maison à la campagne, donc il avait 2 ateliers rue Campagne Première et rue du Val-de-Grâce. À côté de Picasso et tout ça, et déjeuner dans le petit restaurant. Donc il menait le grand train, et donc c'était c'était une personnalité, c'était un Américain à Paris quoi, aussi. Il y avait ce côté l'Américain à Paris. Bon. Mais bon, moi je l'ai jamais rencontré, alors je sais pas trop. Non, mais c'est intéressant parce que voilà, nous. On voit des photos, il y a un homme, il y a une personnalité derrière et il faut se forger une histoire. Quoi. Et puis après, c'était quelqu'un d'extrêmement… Il avait le pragmatisme des Américains d'une certaine façon parce qu'il a mené sa carrière d'une main de maître. Parce que quand il a décidé d'arrêter de faire des photos, il s'est consacré à la valorisation de son œuvre. Et durant les années 60, à partir de quand il est rentré à Paris en 51, il a un peu galéré pendant 5 à 6 ans et puis après, il s'est mis à faire des éditions. C'est lui qui a recommencé à faire des tirages, etc. Et c'est comme ça qu'il a été connu, en fait. Première exposition à la Bibliothèque nationale en 62. Et là, il a fait tourner la rotative pour vendre des tirages. Quand les collectionneurs venaient dans son atelier, il balançait les tampons, n'importe lequel. Il tamponnait n'importe quoi. Il vendait. Voilà, il était très… Il aimait, voilà, c'était un homme d'affaires. Oui, mais il a d'ailleurs, et quand on regarde les images qu'il a mis en avant, c'était très malin parce que sur une carrière de photographe, sur 15 000 photos, c'est toujours les 150 mêmes qui ressortent. Quoi. Et c'est avec même pas 120 photos matraquées tout le temps qu'il a fait sa réputation. D'accord. Donc voilà, écoutez, merci à vous toutes, merci Emmanuel, c'était un fort moment sympathique. On commence à bien connaître cette période, on a lu des livres, on a rencontré, on a vu des expositions. Moi, Man Ray la mode, ça me parle, j'imagine que vous, j'espère. Enfin, on peut faire une visite de Man Ray la mode quand vous voulez. On peut faire une visite de Man Ray la mode en Zoom ou en vrai. On va y arriver à faire des visites en vrai à Paris et à Londres. En attendant, on se retrouve, vous allez recevoir la newsletter bientôt, mais on se retrouve mercredi prochain pour un webinar en direct de Murano à Venise autour d'une exposition autour des femmes et du verre. Avec des productions dans une fondation de Murano qui est assez exceptionnelle. Et puis après, on rencontre Daphne Wright qui va nous montrer son expo en live de la galerie Fritz. Et puis après, on va faire un événement en vrai, le 16. et d'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se rajouter au programme. Et je suis vraiment très heureuse de toutes vous retrouver. Et puis voilà, merci encore pour votre soutien et merci encore Emmanuel. Merci. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon. Voilà. Ça va, c'était bien ou pas?